Un détective dans les années 30 avec les pouvoirs de Spider-Man. Quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'ai pensé que c'était le concept sur ce héros le plus original depuis des années. Pas un énième adolescent collant qui sauve le monde, un Spider-Man plus mature, plus sombre. Un homme brisé qui enquête, qui infiltre, qui utilise ses capacités comme aucun autre Spider-Man ne l'avait fait avant. Et visuellement, c'est vraiment bon. L'esthétique années 30 est soignée, la direction artistique est cohérente, et Nicolas Cage dans ce rôle de détective fatigué et brisé, eh bien il fonctionne. Mais alors pourquoi, à la fin de chaque épisode, je me souvenais des grandes lignes et je me disais il y avait autre chose, non? Alors je revenais en arrière et en fait non, il n'y avait pas de reste. Parce que la série prend trop son temps, étire ses scènes, multiplie les événements, mais laisse constamment une sensation de vide. Ce n'est pas que l'intrigue est mauvaise, c'est qu'elle prend trop son temps pour évoluer, plus que nécessaire. Pourtant, Spider-Noir avait déjà tous les ingrédients d'une grande série. Alors maintenant, comment réparer le fond pour qu'il soit enfin à la hauteur de ce qu'on voit à l'écran? C'est la question que l'on va se poser et à laquelle on va répondre. Parce que Spider-Noir n'est pas une mauvaise série, c'est quelque chose de pire. C'est une promesse non tenue. Ben Reilly, un homme qui a tout perdu lorsqu'il l'a perdu elle, Ruby. Pas seulement une femme, une raison de vivre, de faire le bien, d'être quelqu'un. Ce qui reste de lui, c'est un détective qui traîne des pieds pour payer une secrétaire qu'il arrive à peine à rémunérer. Il avance comme un zombie, par réflexe et non par conviction. C'est une figure puissante, l'homme juste qui n'a plus de raison de l'être. Et quelque part, c'est l'un des Spider-Man les plus humains que l'on nous ait proposé. Et puis il y a les vétérans, Flint, Lonnie et les autres. Des hommes qui ont survécu à la guerre et qui se retrouvent défigurés une deuxième fois, non par les balles, mais par des pouvoirs qu'ils n'ont jamais demandés. En France, sur le front, et à la guerre en général, le cadre moral a disparu. Ces hommes ont été utilisés comme chair à canon, puis comme cobayes. Leurs corps ont été modifiés et fracturés au nom de la science et du pouvoir. Et quand ils sont rentrés, si tant est qu'ils aient eu cette chance, la société les a regardés comme des bizarreries de la nature. Stigmatisés, ils sont malheureusement incapables de se réintégrer dans un monde qui n'évolue pas aussi rapidement qu'eux. Flint en est l'exemple le plus douloureux. Il aime Kat Hardy d'un amour qui est réciproque. Toutefois, son corps se transforme, il perd le contrôle et le sable prend le dessus. Et plutôt que de lui infliger ça, eh bien il décide de fuir, par amour et pour la préserver. C'est la triple peine pour lui. La guerre, les expériences de laboratoire et maintenant l'abandon de ce qu'il avait de plus précieux. Et Kat Hardy a elle aussi son lot de tragédies. Avant, elle chantait et elle était heureuse. Puis quelqu'un lui a tendu une perche, un club, une scène, une opportunité, qu'elle a saisie. Et le mafieux Silverman, qui est à l'origine de cette proposition, eh bien il l'a emprisonnée. Et cela progressivement, un pas après l'autre, jusqu'à ce qu'elle soit piégée au point que la fuite n'était plus envisageable. Elle aussi est une victime d'un système qui broie les gens par étapes, si lentement qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Sur le papier, ces personnages portent quelque chose de bon, une vraie charge émotionnelle et symbolique. La promesse d'une série qui aurait pu nous parler de ce qu'on fait aux hommes quand on leur retire leur humanité. Cependant, avoir de bons personnages sur le papier, ce n'est pas suffisant. Encore faut-il leur faire prendre des décisions cohérentes, et c'est là que la série commence à se fissurer. Commençons par Ben Reilly, et sa raison de reprendre le costume, c'est Kat Hardy. Il tombe littéralement amoureux, et à ses yeux, le monde reprend des couleurs. Sauf qu'ici, on n'est pas sur une évolution transcendante, on est sur un simple remplacement. Sa défunte compagne Ruby occupait une place dans son cœur, et Kat prend maintenant cette place. Mais rien n'a changé fondamentalement dans ses croyances profondes. Ben n'a pas retrouvé une raison de faire le bien, il a retrouvé une raison de vivre, ce qui est très différent, et on le verra par la suite. Et quand il apprend la trahison de Kat, qu'elle l'a dénoncée à la chercheuse pour sauver Flint, il s'effondre, il boit et il pète littéralement un plomb dans un bar. Ensuite, son ami Robbie lui fait un speech. Ressaisis-toi et hop, il repart. Mais attendez, avant la trahison de Kat, Ben avait déjà tenu 5 ans après la mort de Ruby. 5 ans de mélancolie et de tristesse absolue. Et il avait quand même survécu. Là, son cœur, pour la première fois, par un nouvel élan d'amour, vient de recoller les morceaux. Et il se le fait briser aussitôt par Kat, qui était sa nouvelle raison de vivre. Ce n'est pas juste une blessure, c'est une destruction. La situation est objectivement pire qu'au départ. Et pourtant, un simple speech de Robbie suffit. Il lui dit de faire preuve d'empathie, de sauver ceux qui peuvent l'être, que sa femme à l'époque, il n'a pas pu la sauver parce qu'il ne le savait pas, mais qu'aujourd'hui il sait. Alors tout ça c'est très bien,
Sauf que ce discours, il pouvait le sortir 1 an après la mort de Ruby, et il aurait fonctionné quasiment tout autant, et il aurait permis à Ben de sortir de ses questions existentielles plus tôt. Ce n'est pas une évolution de personnage, c'est une réinitialisation de scénario. On a besoin qu'il sauve le monde, alors une réplique et en piste. Maintenant, une observation sur ses pouvoirs. La série essaye de nous montrer un Spider-Man vieillissant, abîmé par le temps. Et franchement, pourquoi pas? Il n'y a aucun problème avec cette idée. Mais cette intention aurait pu être mieux amenée, parce qu'elle ne pose jamais les règles clairement. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? On ne sait pas vraiment. Parce que d'un épisode à l'autre, eh bien les limites bougent selon les besoins de la scène. Un coup, il a du mal à passer une simple fenêtre, d'un autre côté, il court sur les murs avec une agilité remarquable, mais dans la vie quotidienne, il a l'air d'un homme ordinaire qui a mal au dos. Et 2 scènes plus tard, il prend 2 voitures et les referme sur Flynn comme un sandwich. La série ne pose jamais les limites de manière explicite. Donc on oscille entre le « ça va » ou « ça ne va pas » finalement, et cumulé, ça crée une incohérence plutôt qu'un choix narratif. Mais on va corriger tout ça juste après. Parlons maintenant de Kat Hardy, un personnage avec énormément de potentiel mais qui est le plus mal géré de la série. Dès l'épisode 1, elle arrive en haut de l'immeuble où Ben est en train de fracasser Flint. Au-delà du fait que l'on se demande d'où est-ce qu'elle sort, pourquoi elle est présente, est-ce qu'elle a suivi Flint, voulait-elle absolument récupérer les photos sans attendre et donc elle l'a accompagné, la série ne nous dit rien, débrouillez-vous. Ensuite, on a ici un homme qui a la cinquantaine bien sonnée, qui a donc tabassé un type beaucoup plus jeune que lui, dans une forme physique conséquente, mais surtout avec des pouvoirs surhumains, dont elle était au courant. Par conséquent, elle aurait dû être convaincue que Flint aurait dû dérouiller haut la main ce type de 50 balais. Et pourtant non, tout ce qu'elle dit c'est S'il vous plaît, arrêtez de lui faire du mal. Sans se poser la moindre question sur ce qu'elle vient de voir, à savoir un homme, un vieil homme, normal, qui a tabassé un être surpuissant. Ensuite, un mot sur sa psychologie, notamment au niveau des relations amoureuses. Elle aime Flint profondément, et c'est évident à l'écran. On n'est pas sur une amourette, on est sur quelque chose de fusionnel. Donc Flint part par amour pour ne pas lui infliger sa transformation. Les deux en souffrent et on le voit. Et quelques heures plus tard, elle est dans les bras de Ben. Pourtant, rien ne nous montrait qu'elle avait fait une croix sur Flint. Et même si ça avait été le cas, elle ne serait pas tombée dans les bras de Ben quelques heures après. Mais visiblement, ça ne gêne personne. Ensuite, lors du combat entre Spider-Noir et Megawatt, elle semble reconnaître la voix de Ben, puis en rentrant chez lui, elle le voit blessé. Pour elle, c'est Spider-Noir. Alors, il rejoue la scène où Lois Lane se jette de l'appartement pour que Clark soit obligé de la sauver. Cette scène aurait pu fonctionner avec une réelle évolution sur l'identité de Ben. Là, elle arrive trop rapidement. Ça ressemble plus à un pétage de câble qu'autre chose. Mais vous êtes cintré! C'est sûr qu'entre demander à Ben de lui montrer ses poignets ou sauter par la fenêtre, la deuxième option est plus safe. Et ensuite, à la fin de la série, elle abat Silverman d'une simple balle de pistolet dans la poitrine. Pour une femme sous son emprise depuis le début, on aurait attendu un vrai moment de reconquête, un risque réel, un choix qui lui coûte quelque chose, pas une balle dans la poitrine et rideau. Surtout que Silverman devrait être entouré d'hommes armés de sa mafia. Mais non, il dégaine une sorte de lame de sa canne, il est beaucoup trop loin d'elle, et le suspense est totalement brisé. Il fait mine de l'attaquer, mais le gars est trop vieux, il risque pas de la toucher. Il est vieux, il tient plus en l'air, ça risque rien, de toute façon, il est déjà moitié crevé. Mais vous allez pas tuer un vieux? Ah bah, c'est pas moi qui cherche la merde, hein. C'est pourquoi je vais proposer une version alternative après. Mais juste avant, un mot sur les super pouvoirs. Et le problème touche autant Ben que Flint. Revenons à la scène du toit du début. Lors de leur combat, Flint déforme littéralement la tôle à main nue pour montrer sa puissance. Pourtant, Ben se prend plusieurs coups qui auraient dû lui briser les os. Mais bizarrement, il arrive à les encaisser. Alors on se dit, c'est normal, c'est Spider-Man. Mais contre 2 types normaux qui viennent l'agresser plus tard, celui-ci arrive à avoir des bleus au visage. Ensuite, à la fin du combat, Ben tire des toiles sur les jambes de Flint et le tire violemment. Celui-ci se prend un coup violent sur la tête, lui faisant perdre la mémoire. Mais 2 questions là-dessus. La première, Flint, normalement, a des toiles d'araignée encore collées aux jambes. Elles ne sont pas parties par magie. Rien que ça aurait permis de découvrir son identité. La deuxième question, comment se fait-il que Flint se fasse détruire la tête et perd la mémoire, alors que normalement son pouvoir est de se transformer en sable, et qu'à un certain niveau de violence, c'est un mécanisme défensif qui s'active. Par exemple, quand on lui tire des balles de pistolet ici dans cette scène, il les tank tranquillement, aucun problème. Le même mécanisme se retrouve en fin de la série, lorsque Spider-Noir écrase Flint entre 2 voitures, un impact infiniment plus violent qu'un coup sur la tête,
Et là, ses pouvoirs se déclenchent automatiquement. Il se transforme en sable et survit. Sa constitution de sable absorbe les dégâts physiques, mais alors pourquoi ce mécanisme défensif ne s'est pas activé sur le toit ? Certains pourraient dire que la raison est qu'il se transforme de plus en plus en homme de sable, c'est pour ça qu'il est indestructible après. Sauf que justement, on doit nous montrer clairement ce qu'il en est. Ce n'est pas à nous de faire des suppositions là-dessus. Même logique avec Megawatt. Son pouvoir, c'est l'électricité, pas une peau blindée. Ça, c'est l'Oni. Il devrait craindre une balle ordinaire. Le fils de la chercheuse lui en met une, ça lui fait mal, mais ça ne le neutralise pas, sans explication. La série a besoin qu'il reste menaçant, donc elle lui invente une invulnérabilité qu'elle n'a jamais établie. Autre facilité, la scène du laboratoire. La chercheuse annonce aux vétérans « J'ai trouvé la solution ». Pas « Je pense avoir trouvé » ou « Laissez-moi encore un peu de temps ». Non, j'ai la solution. Et Flint et Lonnie, qui veulent redevenir normaux depuis le premier épisode, ne disent rien. Silverman, qui est assoiffé de pouvoir, ne dit rien non plus. Alors que avoir la solution, ça signifie un antidote et donc avoir le contrôle total sur les mutants. C'est une arme incroyable, mais non, ils ne demandent rien d'autre. Tous laissent Megawatt parler à leur place. Megawatt qui ne veut pas l'antidote et qui va directement à l'encontre de ce qu'ils veulent depuis le début. Et il la tue. 3 personnages qui cessent d'exister psychologiquement pour que la scène se termine par une explosion. La chercheuse et son fils, construits sur plusieurs épisodes, la solution enfin trouvée, disparaissent dans le même épisode. Ce n'est pas une décision narrative assumée, c'est un accident scénaristique déguisé en scène d'action. On a construit pour rien, alors que notre climax, il était là. La vraie opportunité était ici, mais manquée, et je vais le démontrer juste après. Même chose pour la scène de l'antidote, où Robbie et Ben veulent sauver Flint et Lonnie. Et pour eux, redevenir normal, c'est leur motivation centrale depuis le début. Robbie arrive, et plutôt que de dire directement à Lonnie qu'ils ont l'antidote, et que si c'est ce qu'ils désirent encore, ils peuvent lui redonner une vie normale. C'est désormais possible. Mais non. À la place, il lui fait la morale sur ses actions criminelles. Pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, c'est pas bien. Et donc ça part en baston. Spider Noir se fait maîtriser, et Robbie finit par planter la seringue dans l'œil de Lonnie. Je répète, Robbie plante la seringue dans l'œil de Lonnie. Un simple journaliste, sans hésitation, sans réaction humaine, pas de dégoût, pas d'hésitation, pas de répulsion. Pour lui, c'est comme un lundi. Ensuite, l'œil de Lonnie va très bien derrière. Et pourquoi cela ? On ne sait pas. Parce qu'il faut rappeler que c'est un antidote, pas un sérum de régénération qui guérit toutes les blessures. Et Lonnie part avec eux parce que maintenant les policiers veulent le tuer, maintenant qu'il n'a plus de pouvoir. Preuve que si on lui avait juste proposé l'antidote, il aurait répondu « Bah super, en voiture les gars !» Ça finit ensuite avec des au revoir, des remerciements, parce que depuis le début, il voulait l'antidote, et donc toute cette scène qu'on venait d'avoir était totalement évitable. Et c'est là le vrai problème de fond. La série fonctionne à l'effet, sans explication. Dans cette scène, on a besoin que Flint soit vulnérable, il devient vulnérable. Cette scène a besoin qu'il survive, il devient invincible. Cette scène a besoin que Ben soit vieux, il est vieux. Cette scène a besoin qu'il soit Spider Noir, il redevient Spider Noir. Les règles du monde ne gouvernent pas les personnages, ce sont les besoins de la scène qui les gouvernent. Et c'est précisément ce qui empêche cette série d'atteindre le niveau qu'elle promettait. Les idées, les personnages, les enjeux sont là. Le problème, ce n'était pas les ingrédients, c'est la manière de les relier. Alors maintenant, faisons ce que la série aurait dû faire, reconnecter tout ça. Spider Noir avait un concept, un vrai, un détective avec les capacités d'un Spider-Man dans les années 30. Ce concept, il appelait à une seule chose, une enquête de fou où chaque pouvoir aurait eu sa raison d'être. Il s'infiltre par les toits, fait de nombreuses filatures. Pour contrôler un bâtiment, il tisse des réseaux de toiles à l'intérieur pour obtenir des informations par les vibrations sur les entrées et les sorties, comme une sorte de système d'alarme vivant. Il utilise son sens d'araignée pour détecter le mensonge pendant un interrogatoire. Il fait des choses qu'aucun détective ordinaire ne pourrait faire. Et on se dit, voilà pourquoi il fallait que ce soit Spider Noir. Au lieu de ça, on a une enquête que n'importe quel détective classique aurait pu mener à sa place. Pourtant, on a un aperçu de toutes ses capacités. Mais ces capacités n'ont pas autant brillé et été utilisées car ils sont le reflet de l'intrigue et de l'enquête elle-même. Et Ben lui-même, il aurait dû avoir un arc transcendant, pas juste retrouver une femme. Des gonzesses hier. Et quand je parle d'un arc transcendant, je parle d'un arc qui s'étalerait sur toute la saison, et pas seulement sur un speech de fin provenant de Robbie. Retrouver une raison de faire le bien, même quand on ne voit pas de perspective, même quand on est brisé,
même quand personne ne vous le demande. C'est ça la vraie question de Spider Noir. Pourquoi continuer quand on a tout perdu ? Maintenant, prenons ce qu'ils ont mis sur la table et regardons ce qu'on pouvait en faire. Commençons par Ben. Il avance comme un zombie depuis 5 ans, il paie Jeannette à peine, il survit. Ça, c'est plutôt bien posé. Mais ce qu'il fallait faire ensuite, c'est un élément déclencheur plus puissant qu'une personne prenant une place dans son cœur. Robbie et lui, lors de l'enquête, voient les morts et la souffrance provoquée entre Silverman et le maire. Et alors Robbie arrive avec son speech que l'on voit en fin de série. Ce discours, il fallait le mettre au début, dès l'épisode 2. Pas pour que Ben redevienne Spider Noir immédiatement, mais pour planter la graine. Et pendant qu'il résiste à cette idée, qu'il se dit non, c'est fini, je ne suis plus cela, l'enquête le confronte au vétéran. Et là, il comprend quelque chose. Ces hommes, Flint, les autres, ils sont lui. S'il ne les aide pas, qu'il fera ? Ils ont survécu à quelque chose d'insupportable, leur corps porte ce qu'ils ont traversé, et la société leur dit « vous n'avez pas votre place ici ». Ben a perdu Ruby, eux ont perdu leur humanité. Même blessure, choix différent, et ils comprendraient alors que d'autres personnes se battent pour conserver ce qu'ils ont. Alors pourquoi ne pas les aider ? Et en décidant de continuer, en faisant le choix de vivre, Ben tombe amoureux de Kat, parce qu'il est désormais ouvert sur l'avenir et non plus refermé sur son passé. Et c'est cette reconnaissance qui le remettrait en selle. Pas Kat Hardy, ni Robbie, mais son propre miroir. On avait aussi une bonne opportunité sur le fait que depuis 5 ans, il n'utilisait plus ses pouvoirs, qu'il avait abandonné son identité de Spider Noir, et on aurait pu voir alors une ressemblance avec le Spider-Man de Tobey Maguire, où il perd ses pouvoirs car il ne veut plus être Spider-Man. Et donc Ben deviendrait un humain de plus en plus normal avec ses problèmes liés à la vieillesse. Une potion pour le plumard, je suppose. Non, j'ai pas besoin de potion pour le plumard, je vous remercie. Non mais ça va, oui. Excusez-moi. Et c'est là qu'il se dérouillerait au fur et à mesure qu'il reprend confiance en lui. Et on sentirait une évolution logique de plus en plus visible et exponentielle, une ligne de progression fixe et claire. Maintenant, concernant Kat Hardy, l'amour entre elle et Flint, il fallait le garder entier, intact et douloureux. Elle ne devait pas tomber vraiment amoureuse de Ben, elle aurait dû faire semblant. Parce que dès le début, depuis ce combat entre Flint et lui sur le toit, elle aurait dû avoir de forts soupçons sur qui il était. Le fait qu'il ait battu Flint n'était pas normal. Kat lui demande ensuite ses services de détective, aussi pour se rapprocher de lui et obtenir la vérité sur qui il est. Parce que Spider Noir est la seule clé qui peut sauver Flint. Donc elle joue, elle se rapproche, elle lui fait croire. Et nous aussi on y croit, parce que la série nous aurait laissé croire qu'elle l'aime vraiment. Et puis la vérité éclate, l'incohérence qu'on percevait depuis le début, sur le fait qu'elle puisse tomber amoureuse aussi facilement et mettre de côté Flint, en fait, n'en était pas une. Le fait qu'elle se jette de la fenêtre, qu'elle veut prouver que Ben est Spider Noir aussi rapidement, prendrait son sens. Tout ça pour sauver Flint, le plus rapidement possible. Et là, Ben s'effondre, pas juste parce qu'une femme l'a trahi, il s'effondre parce qu'il avait recommencé à croire en quelque chose qui en fait n'était qu'un mensonge depuis le début. C'est plus douloureux et plus crédible ainsi, plutôt que Kat qui tombe amoureuse de plusieurs hommes dans des périodes de temps aussi courtes. Et Kat, à ce moment-là, elle devient parfaitement cohérente et en plus calculatrice. Une femme qui a fait une chose terrible, par amour désespéré, et là on n'a plus une écriture qui incite à la contradiction. Maintenant, prenons le cas de Flint. Il aurait fallu l'amener dans l'arène plus tôt, dès les premiers épisodes. Pas pour qu'on le comprenne immédiatement, mais pour qu'on le voie exister, car le personnage est suffisamment complexe, et l'intrigue des personnages suffisamment dense, inutile donc de tirer en longueur. Et rapidement, on le voit choisir et souffrir. Parce que quand il rejoint Silverman, ce choix devait peser quelque chose. Un homme qui décide de devenir un monstre, parce qu'il ne voit plus d'autre façon de vivre. C'est du drame. Mais seulement si on a eu le temps de l'aimer avant. Or, la série prend trop son temps avant que l'on voit le conflit entre lui et Kat. Quant à la chercheuse et son fils, ne les brûlez pas, c'est le point central de tout. Ah non, c'est vrai que ça sent le graillon quand même. Silverman arrive dans le laboratoire, il voit ce qu'elle a accompli, 20 ans de recherche. Et après avoir vu que les autres militaires au super pouvoir sont morts, il lui dit maintenant, tu travailles pour moi, tu vas me créer des soldats, et pour s'assurer qu'elle obéisse, il prend son fils en otage. Ce fils qu'elle a passé 15 ans à essayer de sauver, qui vieillissait à toute vitesse et qu'elle venait enfin de stabiliser. Il le torture sous ses yeux, elle dit qu'elle fera selon ses désirs mais qu'il laisse son fils tranquille. Alors ils ont un arrangement, il ne lui fait pas de mal tant qu'elle fait ce qu'il veut, à savoir des flacons pour créer des gens au super pouvoir et des antidotes pour leur retirer comme il le souhaite. Et ça correspond parfaitement au personnage de Silverman qui recherche le pouvoir et le contrôle. Et à ce moment-là, Flint et Lonnie voient ce qu'il se passe, et ils comprennent.
La femme qui peut les sauver est en train d'être utilisée pour créer d'autres comme eux. Silverman leur cache l'information autant que faire se peut, il leur fait croire que la chercheuse a une solution mais pas encore stable, il faut patienter. Il leur dit cela car il a encore besoin d'eux, il se débarrassera d'eux plus tard s'ils deviennent gênants. Et pour eux la solution est proche, donc le dilemme s'impose. Est-ce qu'ils restent du côté de Silverman ou est-ce qu'ils font tout pour redevenir humains, aussi bien psychologiquement que physiquement? Ce conflit, c'est le vrai cœur de la série, pas juste une explosion de laboratoire. On pouvait continuer sur plusieurs épisodes avec cette intrigue, car tous les choix personnels des personnages y sont profondément connectés. Et de là, on augmente progressivement jusqu'au climax, comme par exemple une nouvelle formule de création de mutants, qui ne sont plus basés sur des animaux, mais une formule qui crée un pouvoir dépendant de la personne elle-même. Et aussi sur le fait que Silverman s'injecte par la suite des pouvoirs lui aussi, pour deux raisons. La première, en raison de sa soif de pouvoir, et la deuxième pour assurer ses arrières et ne plus dépendre à 100% des mutants. Ensuite, Flint et Lonnie choisissent leur camp, ils voient que la situation dérape avec Silverman, et ça part en confrontation. Et Spider Noir, dans tout ça, il arrive, pas pour sauver le monde, pas pour Kat, mais parce qu'il reconnaît ses hommes, parce qu'il est eux, et parce que quelqu'un doit choisir de faire la chose juste, même quand il n'y a plus rien à y gagner. Empêcher la souffrance constamment pour que des drames comme ce qui est arrivé à sa femme n'arrivent plus. Être dans l'effort continu, malgré l'adversité et les difficultés. C'est ça la montée psychologique et transcendante qui manquait, marquant le point d'orgue d'une conclusion construite progressivement. Ce moment où Ben Reilly devient Spider Noir, non par amour ni par réflexe, mais par un choix conscient. Ensuite, on terminerait sur une fin tragique, où Silverman, son pouvoir, c'est d'absorber en partie celui des autres. Pendant le combat, il prend donc celui de Flint, Lonnie et Spider Noir. Quant à Megawatt, lui serait le premier que Silverman tue littéralement en volant 100% de ses pouvoirs. Merci pour la bonne nouvelle. Car celui-ci aurait tué la chercheuse et son fils qui tentaient de s'échapper. Ensuite, pour les péripéties, il met une raclée à tout le monde. Flint est en train de se faire tuer et personne autour pour l'aider. Alors Kat prend son destin en main et fait preuve de courage. Elle s'injecte une seringue pour avoir des pouvoirs, peu importe le risque. Malgré leurs blessures, Spider Noir et Lonnie tentent tant bien que mal d'aider Flint qui, pendant ce temps face à Silverman, tombe au sol mal au poing. Kat vient alors à ses côtés et elle a cette sensation que quelque chose a changé. Alors elle se met naturellement à fredonner un air, et Flint va de mieux en mieux. Silverman comprend ce qu'il se passe et cible Kat. Flint s'interpose, Silverman le neutralise à nouveau, ainsi que Lonnie et Spider Noir. Puis il veut en terminer avec Flint et lui dit « Tu n'aurais pas dû me trahir, mon garçon. » Puis il l'électrocute jusqu'à le faire se transformer en verre et Kat s'interpose et lui ordonne de s'arrêter. Elle hurle « Stop !» créant un bouclier qui encaisse l'attaque. Puis Flint est au sol, en train d'agoniser, et elle est fébrile, comme vidée de son énergie. Silverman s'approche alors de Kat sans défense et lui dit Tu as toujours voulu faire autrement, briller plus que nécessaire. Mais voilà ce qui arrive lorsque tu ne m'écoutes pas. Ta vie devient un chaos sans nom. Pourtant, je t'ai donné une scène, une carrière, une vie. Et voilà comment tu me remercies. Eh bien, profite de cette scène, c'était ta dernière. Elle le regarde tant bien que mal et lui dit avec détermination Tu ne me contrôles pas. Une onde de choc alors saisit Silverman, il est sonné. Les ultrasons lui ont brisé les oreilles, il se tient de douleur. Spider Noir alors en profite et lui injecte l'antidote. L'accumulation de ses pouvoirs amènerait à une instabilité qui provoquera sa mort. Et on termine sur la fin du climax où les dégâts du combat font s'effondrer l'environnement. Flint est en train de mourir, Kat est au sol inconsciente après son affrontement. Spider Noir voit les deux personnes au sol qui l'ont brisé à nouveau, pourtant il décide de les sauver. Et à ce moment précis, en raison du chaos ambiant, il ne reste plus qu'un seul antidote. Lonnie ne l'aurait pas eu avant, et celui-ci décide de le donner à Flint, qui est en train de mourir afin de le sauver. Alors que Flint vient de recevoir l'antidote et montre des signes d'amélioration, un énorme morceau du bâtiment s'écroule. Lonnie le retient tant bien que mal. Spider Noir en profite pour saisir Flint et Kat. Il adresse un regard à Lonnie qui se met à cracher du sang. Pour lui, c'est la fin. Et Lonnie lui dit ses derniers mots. L'araignée, merci. Spider Noir parvient à sortir, il voit le bâtiment s'écrouler, puis entraîné dans une explosion. Lonnie s'est sacrifié pour les sauver. Spider Noir, lui, a la confirmation qu'il a fait la bonne chose, mais qu'il aurait aimé faire plus, que s'il n'avait pas autant douté, Lonnie serait encore en vie à leur côté. Et surtout, tout se referme. Megawatt serait le premier à tomber, parce qu'en choisissant de jouer dans la cour de ceux qui recherchent le pouvoir à n'importe quel prix, il devient lui-même une menace et une cible, que Silverman éliminerait à la première occasion. Kat cesserait enfin d'être spectatrice de sa propre vie. Elle entre à ce moment dans l'arène, elle prend un risque immense, et pour la première fois, Silverman a dû l'écouter, provoquant sa chute. Kat prouve par ses actes ce que la série essaye de nous dire depuis le début. Son amour pour Flint est réel et immaculé.
Flint, lui, choisirait enfin d'utiliser ses pouvoirs pour protéger cette ville qui le déteste, plutôt que de la détruire. Et ça, au péril de sa vie. Lonnie deviendrait le véritable héros tragique de l'histoire. Il se sacrifie pour Flint, un noir qui sauve un blanc dans une Amérique encore marquée par la ségrégation. Plus de race, plus de camp, seulement l'empathie humaine. Silverman mourrait exactement comme il a vécu, convaincu que tout pouvait être contrôlé, convaincu que le pouvoir résout tout, et finalement détruit par sa propre avidité. Et puis Ben aurait renoué avec Spider-Noir, avec son identité, avec cette raison de continuer qui ne dépend plus de personne, ni de ce qu'il a perdu. Et cette fois, lorsqu'il remet le costume, ce n'est plus une réaction, mais une conviction. Spider-Noir n'est pas une mauvaise série, répétons-le. L'esthétique est là, l'ambiance est là, le casting aussi, et par moments, on voit exactement ce que ça aurait pu être. Et puis, ça disparaît. Parce que cette série avait 2 promesses. La première, un Spider-Man qui utilise ses capacités au cœur même de l'enquête, en premier lieu, et non en dernier recours quand la situation l'exige. Un homme qui a construit tout un système autour de ses pouvoirs et au service de son métier, qui infiltre, qui file, qui tisse des réseaux d'informations comme d'autres tentent des pièges. Un détective que seul Spider-Noir pouvait être. C'est un peu comme si Batman enquêtait uniquement en tant que Bruce Wayne et n'enfilait le costume avec ses gadgets qu'en tout dernier recours. Ce serait profondément dommage, ce qui a été le cas ici avec Spider-Noir. Ses pouvoirs existent, mais la série les effleure sans jamais aller jusqu'au bout du processus. Quant à la deuxième promesse, un homme si profondément reconstruit de l'intérieur que peu importe ce que la vie lui inflige, il continue. Ni par réflexe ou par amour seul, mais parce qu'il a compris quelque chose de plus grand que lui, que la souffrance qu'il a connue, il peut passer sa vie à essayer d'empêcher qu'elle arrive aux autres. C'est ça la conclusion et le héros qu'il aurait dû devenir. Et là aussi, la série l'effleure sans jamais aller jusqu'au bout. Et ça pose une question plus large, parce que Spider-Noir n'est pas un cas isolé. On est dans une époque où la forme a pris le dessus sur le fond, où un beau générique, une direction artistique soignée, une bande originale bien choisie et une histoire potable, eh bien ça suffit à convaincre. Les gens sont tellement habitués à des contenus bof que lorsque quelque chose de bien pointe le bout de son nez, eh bien personne n'a envie de se plaindre. Les gens sont contents, les critiques sont cléments, et plus personne n'est dans la recherche de l'excellence, même si on ne l'atteint pas, mais au moins qu'il y ait la tentative de la tutoyer. Pourtant, ça ne coûte pas plus cher d'avoir un meilleur scénario, pas un centime de plus, juste du temps, de l'exigence. You're goddamn right. Et la conviction que le spectateur mérite mieux qu'une promesse non tenue. Spider-Noir nous a donné le costume, il nous a donné l'homme, mais il a oublié de nous dire pourquoi cet homme devait le porter.